Bonjour, bonjour. Bah écoute, très bien. Je suis content d'être là. Il fait pas super beau pour le mois de juin, mais c'est déjà pas mal. On est dehors, on n'a pas de masque et ça fait du bien. Je pense que pour tous les corps de métier, c'était compliqué. Compliqué de pas avoir de public. Parce que c'est quand même pour ça qu'on... Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est notre métier. Donc forcément, on a un salaire. Mais il y a ce salaire qui est en termes, qui est de l'argent, mais aussi le salaire qu'on reçoit qui est en termes d'émotion. Et c'est vrai que moi, ça fait un moment que je suis dans le circuit. Cette boule au ventre, cette pression que tu peux avoir, je ne l'ai plus trop. Tu la retrouves surtout pour les matchs à enjeu, des finales, des grosses équipes. Quand tu joues au Monaco, qui sur le papier est grosse équipe. Donc, c'est pas une boule au ventre, mais tu as envie, quoi, t'as envie de les battre. Et c'est vrai que quand tu as le public qui est là et que des moments, tu as ce qu'on appelle l'égrégore. Tu sais, l'égrégore, le truc où la communion avec des personnes qui ont même vision, même façon de penser. Il y a un truc qui se passe, tu vois, il y a un truc dans l'air, c'est des frissons que tu ressens, que tu peux ressentir quand tu es dans un concert, dans la fosse, et que le mec il tend le micro, tu as l'impression que c'est toi qui as écrit la chanson. Mais en fait, quand tu es dans le basket aussi, et que tu as du public, et que les gens, tu leur donnes de l'émotion, et ils te la renvoient, c'est une autre forme de salaire, et ça a manqué. Ça a manqué quand tu croises les yeux d'un petit garçon. Moi, j'ai jamais été un joueur scoreur. J'ai jamais été forcément le mec pour qui on se battait pour prendre des photos. Mais par contre, je sais que je donnais de l'émotion parce que j'ai jamais lâché un steak. Je me suis toujours battu. Et quand tu croisais le regard d'un petit garçon qui te regarde parce que tu as sauté sur un ballon et lui, il trouve ça ouf parce qu'il voit que Iron Man sauter comme ça, ouais, ça c'est du salaire, ça, pour moi. Donc ça a manqué. Mon avis par rapport à ça, je pense que c'est... J'ai forcément un avis qui ne va pas dans le sens de nos instances dirigeantes, forcément. Moi, je suis très, très proche du mouvement du SNB, le syndicat des joueurs. C'était difficile. J'ai même moi subi une blessure sur la fin de saison, moi qui suis très rarement blessé, qui prend extrêmement soin de mon corps. Je n'étais pas forcément favorable à cette fin de saison parce que premièrement, ce n'est pas la fin qu'on ambitionne. Moi, j'étais à Orléans, on a fait une saison plus que correcte au vu de notre statut. On ambitionnait d'avoir des playoffs sous un format beaucoup plus normal qu'un match sec à Dijon où c'est limite un truc coupe-gorge, quoi. Donc voilà, moi, c'est pas une fin de saison moi, que je trouvais cohérente. Et surtout, ce qui m'a le plus embêté, c'est que j'ai pas eu l'impression à un moment donné que les joueurs ont été écoutés et que surtout que leur intégrité physique a été protégée. Donc on va dire que je pense que leur situation, elle est compliquée, que leur métier, il n'est pas tout le temps facile parce qu'ils sont exposés, que les joueurs, et je pense aussi que les gens ne sont pas tout le temps tendres avec eux. Mais je pense qu'il y a certaines fois où on peut remettre en question leurs décisions. Et je pense aussi que le manque de communication joueur, instance dirigeante, elle est problématique à ce jour. La fierté, un peu de frustration aussi, parce que je suis un compétiteur, donc forcément, j'aurais aimé que ça se passe quand j'y étais. De la fierté, parce que bon, les garçons qui étaient là-bas, moi, j'ai adoré jouer avec eux. Je suis encore partie des groupes WhatsApp. De temps en temps, je fais des apparitions pour tailler les gens. Non, je suis fier parce que c'est des jeunes joueurs français. À gros potentiel, certes, mais ça reste des jeunes joueurs français. Et je pense que tous les joueurs français, on a des potentiels en jeunes. On voit les résultats dans les équipes de France jeunes. Et on peut se poser une question sur ce qui se passe entre les équipes de France jeunes où on est très souvent dominant et qu'on arrive en pro. Et là, de voir qu'il y a eu un club qui a eu, on va dire, les coronesses de mettre les jeunes sur le terrain, on peut dire ce qu'on veut de l'arrivée du Paris Basket en Pro B, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Ce qui est un peu plus frustrant, c'est de dire que ça a été un étranger qui a eu les couilles de mettre les jeunes sur le terrain. Je pense que nos dirigeants français ont conscience du potentiel de nos jeunes joueurs français et j'espère que ça va en inspirer plus d'un dirigeant, parce que je pense quand même que les coachs ont quand même ce désir de mettre des jeunes joueurs sur le terrain, mais que leur métier est compliqué, ils ont une pression et je pense que c'est pas tout le temps facile de mettre des jeunes joueurs sur le terrain si dans l'ensemble en fait du projet club, tout le monde n'est pas va dans la même direction. Donc je pense que si ça peut inspirer d'autres clubs à faire pareil, à investir sur notre jeunesse, ça prouve que ça paye. Ça paye.
J'avais fait remonter l'information avec mon agent au club. Je pense qu'il y avait aussi un désir de la part du coach de me garder. Après, voilà, le basket, c'est un business. Hein. Je veux dire, David Kahn, plus que personne, le conçoit de cette façon. Et je pense que dans sa vision, dans l'exposition de ces jeunes, et notamment d'Ismaël Kamagaté, ça rentrait pas forcément, c'était pas en adéquation. Je pense que voilà, avec mon agent, on a attendu suffisamment pour recevoir une offre de leur part. On nous a demandé d'attendre très très longtemps pour avoir une offre. Et puis, voilà, moi je suis père de famille, je pouvais pas me permettre d'attendre mi-juillet pour recevoir une proposition d'un club, autant soit-il que ce soit le Paris Basket. David Kahn, il avait sa vision. Aujourd'hui, avec le succès qu'il a, je peux pas lui dire qu'il s'est trompé. Donc, nos chemins se sont séparés, mais je garde de très très bonnes relations avec le club. Et puis, David Kahn, si tu nous regardes, c'est qu'un jour on retravaillera ensemble. J'ai pas été assez égoïste, pas assez individualiste, parce que le basket c'est un sport collectif individuel. On est jugé, on peut dire, les coachs peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, et on est jugé sur nos statistiques individuelles. En tout cas, on est recruté là-dessus. Et à un moment donné, voilà, ça a été aussi une grosse part de responsabilité pour moi, parce que j'ai accepté ce rôle de joueur de l'ombre, d'énergizer, de défenseur. Et puis j'ai pas su, on va dire, penser un peu plus à moi. J'ai trop favorisé la réussite collective. Je me suis mis trop en retrait sur certains points déterminants pour les coachs, le scoring, qui est le point déterminant. Donc je pense que c'est ce qui m'a un peu... si je devais refaire la même carrière, j'aurais plus pensé à ma gueule, je pense. Alors c'est pas négatif hein, quand je parle de penser à ma gueule, mais voilà, j'aurais plus pensé, j'aurais réfléchi statistique. J'aurais réfléchi, j'aurais été plus stratégique dans ma façon, moi, de vivre l'équipe et le collectif. Et je l'ai pas tout le temps fait, je l'ai jamais fait. J'ai toujours vécu le collectif de façon, je pensais que l'équipe, c'était un récipient et qu'on devait donner avant de prendre. Et malheureusement, ça m'a pas aidé à briller comme j'aurais pu le faire ou comme j'aurais voulu le faire, mais c'est mon éducation. Je viens de mon éducation où c'est ce qui m'a mis dans les sports collectifs, c'est voilà, d'aider les autres et surtout d'être validé en fait par les gens de l'équipe. Donc moi j'ai cette satisfaction que je pense que toutes les personnes qui ont pu jouer avec moi voyaient ce que je faisais et voyaient ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai envie de te dire, malgré tout ça, je suis très content, mais si je devais refaire pareil et être différent, j'aurais été plus égoïste. Donc aujourd'hui, je m'oriente vers un double projet à Metz, dans un club ambitieux qui me propose une reconversion plus que cohérente et au-delà de mes attentes. Et en même temps, la possibilité en fait, de faire une transition dans une structure qui est ambitieuse. J'ai toujours eu peur en fait, de la fin de carrière. C'est un truc qui m'a toujours fait flipper parce que je partais du principe où le basket me devait rien du tout. Les mecs qui se voient toujours jouer jusqu'à 40 ans, moi ça m'a toujours fasciné en fait, parce qu'il y a une réalité, il y a une réalité physique, il y a une réalité du marché, c'est un business comme je te le dis. Et en fait, aujourd'hui on parle tout le temps d'écologie, on parle de recyclage. Et en fait, ça m'a toujours fait peur parce que mon milieu d'activité recycle très mal ses produits. C'est ce qu'on est en fait, on a des produits de notre business. Et en fait, quand je me suis rendu compte, je me suis réveillé, je me suis dit mais merde, en fait, on parle de recycler du plastique, on parle en entreprise des fois des gens qui sont à un poste, on les fait monter en compétences pour qu'ils puissent accéder à un autre poste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, que mon business à moi, il ne pense pas du tout à mon recyclage. Donc à un moment donné, il faut que moi je m'y mette et que j'y réfléchisse parce qu'on entend parler de dépression, on entend parler de sportifs qui sont ruinés, qui tombent dans l'alcoolisme. Et honnêtement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour faire une carrière professionnelle. Parce que beaucoup de personnes qui sont de l'extérieur voient ça comme ah, t'es grand, tu fais du basket. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Sur ma propre carrière, j'ai connu beaucoup de clubs. J'ai connu des clubs ghetto. Ghetto, mais avec des gens bien intentionnés. En fait, ce qui est toujours marrant en fait, dans ma carrière, en fait, ce que je retiens, c'est les personnes. C'est-à-dire que j'ai joué à Charleville-Mézières, où les structures, elles étaient ce qu'elles étaient, mais avec des bénévoles et des gens qui étaient investis à 150%, comme si leur club c'était le Fener.
J'ai connu des clubs où c'était compliqué parce que un club comme Nancy, où j'ai évolué, j'ai connu tout. J'ai connu des personnes super bien. En même temps, j'ai connu un entourage club qui, pour moi, est hyper délétère pour les réussites sportives. J'ai tout connu, en fait. J'ai tout connu des clubs ambitieux, des clubs qui étaient ambitieux, mais qui se sont retrouvés à deux doigts de la descente. J'ai connu une descente avec Nancy. Aujourd'hui, ce que je retiens du basket français, c'est que nous, les joueurs en centre de formation, on ne nous apprend pas assez que c'est un business. Et en fait, tout le long de ma carrière, en fait, j'arrive aujourd'hui, je me rends compte en fait, que c'est vraiment un business. En fait, les joueurs, et trop de joueurs ne s'en rendent pas compte, ou en tout cas ne sont pas conscients que certains choix sont faits parce qu'il y a des orientations politiques, business, économiques. Et je pense qu'au centre de formation, ce serait intéressant de l'inclure en fait, dans la formation aussi des joueurs, parce que ça leur permettrait déjà de comprendre certains choix. Parce qu'on a toujours ce joueur qui dit « Ah, le coach m'aime pas les dirigeants m'aiment pas », mais des fois, c'est qu'il y a des choix qui sont purement économiques ou stratégiques club, et que ce serait bien qu'en fait, qu'on ait tous les tenants et aboutissants, et pas seulement ceux sportifs. Donc voilà, je pense que le basket, ça m'a énormément aidé. En fait, ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Des personnes incroyables, et au-delà, en fait, que ça m'a permis de gagner ma vie au-dessus de la moyenne française, c'est surtout, en fait, ça a été un accélérateur, en fait, d'expérience, et un accélérateur de compétences. Aujourd'hui, on parle des soft skills, ça est devenu hyper à la mode, des soft skills. Aujourd'hui, tout le monde, les entreprises, on en parle, il y a des webinaires sur LinkedIn, des gens qui sont même payés pour être formateurs en soft skills. Nous, une carrière de sportif, c'est hyper riche, en fait, sur ce qu'on appelle les soft skills, on en apprend beaucoup. Le seul problème, encore une fois, je te dis, c'est que notre milieu ne nous recycle pas. C'est aujourd'hui mon gros regret de se dire qu'aujourd'hui, notre milieu ne comprend pas, en fait, que s'il y avait un programme de recyclage des athlètes, on aurait des athlètes beaucoup plus performants, des athlètes beaucoup plus proches de la réalité, je pense. Et puis, ça permettrait aussi de donner des options, des alternatives, et surtout, il y aurait beaucoup plus d'athlètes dans les structures des clubs. Bon, après tous les clubs que j'ai pu voir, c'est un truc quand même que je trouve quand même incroyable, qui est très peu d'anciens sportifs dans les structures des clubs. Je ne parle pas uniquement au niveau du coaching, mais dans les bureaux, les commerciaux. Il y a des postes, tous les postes sont pas forcément, tous les athlètes ne veulent pas être forcément GM, président de club ou coach. Des mecs qui s'occupent des billetteries, des mecs qui s'occupent de la com, des mecs qui s'occupent du marketing. Il y a de plus en plus de sportifs qui se forment. Et moi, dans les clubs où je vais, j'en vois très peu. Très peu. Et puis voilà, je ne suis pas en train de faire du protectionnisme. Je dis quand même que certains joueurs, après une carrière de 15 ans, 12-15 ans, ont un certain recul sur leur activité. Et je pense que beaucoup pourraient apporter de l'expérience, de la vision au club. Et je pense que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur eux. Ça fait peur. Ça fait peur. Je suis comme tout le monde. Hein. Je suis pas un spécialiste de la politique. Hein. Loin de là. Je suis pas. Ça m'intéresse même pas, honnêtement, parce que j'ai tellement de mal à comprendre ce qui se passe. J'ai tellement de mal à identifier les enjeux et les intérêts de chacun que je préfère ne pas trop m'y intéresser. Mais ça fait peur parce qu'aujourd'hui, le climat actuel, il est dans une séparation des classes sociales, des origines culturelles, des origines religieuses. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'il y a des débats qui sont actuels, qu'il y a 15 ans, personne n'en parlait. Personne ne savait s'il n'y avait pas assez de blancs dans les cités ou s'il y avait trop de blancs dans les cités. Il y a 15 ans, personne ne parlait de femmes voilées. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu on pointe le doigt là où il ne faut pas, parce qu'il y a des questions, il y a 15 ans, c'était juste impensable. Aujourd'hui, il y a des débats à la télé où je dis, on est où en fait? Certaines personnes, certaines figures médiatiques se sont fait spécialistes en fait, de sujets que je trouve dangereux. Et aujourd'hui, on en parle avec une forme de légèreté, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, et ça fait peur parce que les générations qui grandissent avec ça va devenir leur norme. Moi, la norme avec laquelle j'ai grandi, c'est celle des centres de formation où il y avait des blacks, des blancs, des rebeux, des musulmans, des juifs. J'ai jamais autant parlé de juifs ou de musulmans. À l'époque, je jouais avec des mecs, je savais même pas qu'ils étaient juifs. J'arrivais de la Guadeloupe, je savais pas. En fait, j'en avais rien à foutre. En fait, t'es cool ou t'es pas cool? T'es une bonne personne ou t'es une mauvaise personne? En fait, les critères, c'était ça.
Et aujourd'hui, les critères, ils sont plus là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu viens d'une cité? Est-ce que tu as fait une business school? Est-ce que tu as fait une... Aujourd'hui, c'est ça, en fait. On classifie les gens par rapport à certains critères qui sont tout sauf humains. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que moi, j'ai des enfants. Ils vont grandir à quel standard, en fait? Quels vont être leurs standards pour juger l'autre? Et ça fait peur. Et aujourd'hui, la France, c'est ça, en fait. On est en train de se prendre la tête pour savoir comment classifier les gens, comment les catégoriser, comment les comprendre, comment les voir. Et ça fait flipper. J'aurais deux mots. J'aurais un mot pour le basket français. J'ai pas la prétention, je suis pas Tony Parker, je suis pas... mais j'ai envie de dire, le basket français, les dirigeants, il y a des jeunes joueurs français. On l'a évoqué, le Paris Basket qui a eu des résultats. C'est pas parce que j'y ai joué, mais j'y crois énormément. J'ai dû moi-même, en tant que jeune joueur, partir en Pro B pour faire mes armes. Ça a été compliqué. Faites confiance aux jeunes joueurs français. Montrez-leur que vous leur faites confiance. Et je pense que le basket français ne s'en portera que mieux. Et deuxième point, écoute, aujourd'hui, si des gens qui m'ont pu m'aider dans ma carrière, mon agent, mes amis, des entraîneurs qui ont eu un effet sur moi, ou des personnes qui n'ont rien à voir, mais qui indirectement, ou sans même le savoir, ont pu m'aider, je vous remercie et je vous aime.